Bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines et l'enfance de Mary Stuart. Mary Stuart est née dans un contexte empreint de complexité dynastique et de tensions politiques qui façonnèrent fortement ses premières années. Issue d'une lignée d'anciens rois écossais, elle descendait d'une famille dont la légitimité était à la fois contestée et vénérée. Son père, Jacques V d'Écosse, appartenait à la maison des Stuart, un nom porteur d'une histoire entrelacée avec celle de l'Écosse et plus largement de la Grande-Bretagne. Sa mère, Marie de Guise, venait d'une famille noble française influente, ce qui marqua profondément l'enfance de Marie par des liens culturels et politiques très forts avec la France. La naissance de Marie eut lieu au palais de Linlithgow, un endroit qui représentait un centre politique mais aussi un foyer chargé de symboles pour la monarchie écossaise. Elle vint au monde à un moment où l'Écosse était en proie à des conflits internes et à une rivalité intense avec l'Angleterre voisine. Ces circonstances fragiles rendirent la survie et la protection du nourrisson essentiel, d'autant plus que son père mourut lorsque Marie n'avait que quelques jours, la laissant orpheline de père très tôt. Ce décès entraîna pour elle une sorte de précocité dans la nécessité de s'adapter au jeu de pouvoir qui allait affecter toute sa vie. Sa mère, Marie de Guise, prit une place centrale dans l'éducation et la protection de la jeune princesse. Cette femme, dotée d'un caractère fort, était aussi une figure clé de la diplomatie entre la France et l'Écosse, cherchant à maintenir un équilibre délicat entre ces deux royaumes alliés par la tradition, mais souvent déchirés par des intérêts, divergence. Sous son influence, Mary Stuart grandit au sein d'une cour où la langue, les mœurs et les idées françaises furent prédominantes. Ce fait allait marquer son identité puisqu'elle devint parfaitement bilingue et développa un attachement durable à la culture française. Les premières années de la vie de Marie se déroulèrent donc à la fois dans une ambiance maternelle protectrice et dans un cadre politique sous tension constante. Sa mère, consciente des enjeux dynastiques, choisit d'envoyer Marie en France afin de renforcer les liens entre les deux royaumes et de garantir un avenir sécurisé à la jeune héritière. Ce transfert fut plus qu'un simple déplacement géographique. Il s'agissait d'un acte chargé de signification pour la politique européenne de l'époque. Ainsi, à seulement 6 ans, Mary Stuart fut envoyée au château de Fontainebleau pour être élevée à la cour de France. L'accueil à la cour française fut une immersion totale dans une culture élitiste et raffinée. Marie fut placée sous la tutelle de figures éminentes, qui prirent en charge son éducation, lui enseignant les arts, les langues classiques, l'histoire et les coutumes royales. Cette période fut aussi un moment où elle découvrit l'étiquette stricte et les règles du protocole qui gouvernèrent la vie à la cour du roi Henri II. Elle apprit à naviguer dans un environnement où chaque geste pouvait avoir une portée politique, une leçon essentielle pour sa future vie de souveraine. La place de Mary Stuart en tant que reine à la fois d'Écosse et future reine de France s'inscrivait dans un contexte de mariage dynastique stratégique. En devenant l'épouse de François II, roi de France, à l'adolescence, elle allait unir deux couronnes, renforçant ainsi l'alliance franco-écossaise contre les influences anglaises. Ce mariage ne fut pas seulement un événement personnel, il représenta un pivot essentiel dans la géopolitique européenne. La jeunesse de Marie fut donc imprégnée de cette dimension politique qui dépassait largement son expérience immédiate. Par ailleurs, son éducation en France différait nettement de celle que l'on dispensait habituellement en Écosse. Le modèle français était plus raffiné, mettant l'accent sur les humanités, le chant, la danse et l'étiquette, tandis qu'en Écosse, l'accent aurait été plutôt mis sur la préparation au leadership militaire et à la gestion du royaume. Cette différence culturelle contribua à forger une personnalité nuancée, combinant la diplomatie et la grâce française au sens aigu des responsabilités dynastiques héritées de son pays natal. L'environnement familial de Marie, notamment la forte figure de sa mère, assura la continuité d'un projet politique centré sur la promotion des intérêts des Stuart en Europe. La relation entre Mary Stuart et sa mère fut marquée par une discipline stricte, mais aussi par une volonté commune de défendre la légitimité de leur lignée
face aux menaces internes comme aux pressions extérieures. Cette dynamique familiale renforça l'éducation rigoureuse de Marie et son apprentissage des subtilités du pouvoir, tout en conservant une certaine tendresse maternelle. En résumé, l'enfance de Marie Stuart fut un mélange d'éléments personnels, dynastiques et culturels qui posèrent les fondations de son destin exceptionnel. Elle grandit au cœur d'une Europe divisée et mêlée aux intrigues, tout en étant bercée par la culture française et une famille déterminée à préserver son rang. Ces premières années éclairent bien comment Marie se forgea un profil unique, mêlant héritage écossais et influence française, deux mondes qui allaient profondément influencer son parcours. Cette période initiale est indispensable pour comprendre les choix qu'elle fera plus tard, ainsi que les défis auxquels elle sera confrontée en tant que figure emblématique du XVIe siècle. La connaissance des origines et de l'enfance livre une perspective essentielle sur la manière dont le contexte familial, politique et culturel introduisit les bases de sa future règne. Ce mélange d'enracinement et de mobilité caractéristique de sa jeunesse trouve écho dans l'ensemble de son histoire, marquant chaque étape de sa vie. Ainsi, en prenant en compte ces éléments, il est possible d'envisager son existence non seulement comme un récit de couronne et de trône, mais aussi comme celui d'une femme qui, dès l'enfance, fut l'objet et l'actrice de jeux de pouvoir. Dimension internationale. Ces fondements historiques jettent une lumière particulière sur les événements à venir, offrant un cadre pour analyser les décisions et les évolutions de son règne multiple et souvent tourmenté. La compréhension profonde de ses racines apporte une certaine clarté sur les portraits que l'histoire a dressés d'elle, souvent mêlés de légendes et de mythes. Si la jeunesse de Marie fut ainsi soigneusement façonnée par son environnement familial et les circonstances politiques, elle posa également les jalons d'une trajectoire qui allait influencer durablement les relations entre l'Écosse, la France et l'Angleterre. C'est à travers cet examen des racines et des premières années que l'on perçoit les lignes directrices de son destin historique. Ce regard permet de préparer la suite du récit, consacré à la période de son mariage et de son règne en tant que reine de France, étape cruciale dans son parcours. Le chapitre suivant abordera plus spécifiquement cette phase charnière où Marie Stuart passe du rôle d'héritière à celui de reine. Une transformation marquée par des enjeux politiques, sociaux et personnels dans une cour française en pleine mutation. Le mariage avec le dauphin de France. L'union matrimoniale entre Marie Stuart et François, dauphin de France, représente un moment décisif dans l'histoire politique et dynastique du XVIe siècle. Cette alliance ne fut pas uniquement un événement personnel pour Marie, mais un acte stratégique reliant profondément les destinées de l'Écosse et de la France. Chargée d'enjeux diplomatiques, elle consacre officiellement l'entrée de Marie dans la sphère de la monarchie française. Née reine dès sa jeunesse en Écosse, Marie fut envoyée très tôt en France, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Cet exil volontaire permit son éducation à la cour, où elle fut introduite dans les cercles du pouvoir et de la culture française. En dépit de son jeune âge, elle acquit rapidement une étiquette royale conforme aux attentes d'une future épouse du royaume, notamment dans un contexte où les alliances matrimoniales étaient des leviers essentiels pour préserver ou renforcer les pouvoirs politiques. Le mariage avec le dauphin s'inscrit dans une continuité d'accords signés entre les deux couronnes, notamment le fameux traité d'Édimbourg, qui visait à maintenir une coopération contre les menaces communes. En effet, les relations franco-écossaises s'étaient historiquement renforcées via l'Old Alliance, une entente défensive contre l'Angleterre. Cette alliance matrimoniale mit en pratique cette politique d'entraide en consolidant la figure de Marie comme un symbole vivant de cette union. François, dauphin de France, héritier direct du trône, incarnait l'avenir de la monarchie française. Son mariage avec Marie fut donc perçu comme une alliance politique majeure, destinée à fusionner les deux dynasties tout en renforçant la légitimité du jeune prince. Cette union fut célébrée avec faste, mêlant cérémonies religieuses et protocoles rigoureux, soulignant la solennité de cet engagement. Marie, tout en étant reine d'Écosse, assuma donc simultanément un rôle de dauphine, se mouvant dans un milieu royal où le politique et le symbolique s'entremêlaient étroitement. Son intégration à la cour de France fut progressive, consolidée par des actes officiels et la reconnaissance par la noblesse française. Cette double appartenance culturelle la positionna à un carrefour d'influence et de responsabilités inédites.
L'importance de cette union dépasse l'aspect strictement personnel ou dynastique. Elle reflète la complexité des relations européennes à cette époque, où chaque mariage princier était un instrument de politique étrangère. Le lien ainsi créé entre la maison des Stuart et la cour de France portait l'espoir d'une stabilité politique, souvent fluctuante en raison des tensions internes et externes. Sur le plan personnel, Marie fit face à des défis considérables, qu'ils soient liés à son jeune âge, son adaptation à une nouvelle culture, ou les exigences du protocole français. Ses qualités d'intelligence et d'apprentissage furent mises à l'épreuve, ce qui lui permit néanmoins de s'affirmer progressivement en tant que figure royale respectée. Sa vie à la cour incluait à la fois les activités artistiques, les devoirs religieux et les affaires d'État, une combinaison qui façonna son profil public. La cérémonie du mariage se déroula dans un contexte où l'Europe était marquée par des enjeux religieux et politiques lourds. Catholiques et protestants s'affrontaient indirectement par des alliances matrimoniales. Et le règne des Valois était une période sensible, où les héritiers étaient scrutés pour leur aptitude à maintenir la paix et l'ordre. Le choix de Marie, catholique fervente, fut donc aussi un signal adressé à ses forces en présence. Le mariage impliquait également une attente de produire une descendance capable de prolonger la dynastie franco-écossaise. La pression sociale et politique sur Marie fut immense, car l'héritage royal dépendait en grande partie des enfants issus de cette union. Ainsi, la maternité devint un enjeu vital pour le futur des royaumes, accentuant la portée symbolique de leur engagement. À la cour, Marie développa des relations complexes avec les membres de la famille royale française. Son futur mari, François, était également confronté aux exigences de sa position, de son éducation et des luttes politiques internes. Ensemble, ils représentaient une alliance dont la solidité dépendait autant de la compatibilité personnelle que des intérêts dynastiques partagés. La double appartenance de Marie aux maisons de France et d'Écosse provoqua parfois des tensions, notamment dans la gestion des conflits entre les deux royaumes et des rivalités internes. La diplomatie à laquelle elle participait ne se limitait pas à des négociations, mais impliquait aussi une connaissance approfondie des cultures et des diplomates de chaque pays. Cette complexité renforça le profil de Marie comme une figure incontournable au cœur des relations européennes. Le mariage entre Marie Stuart et François, dauphin de France, s'inscrivit donc dans le grand jeu des alliances dynastiques qui structuraient alors l'Europe. Cette union incarna l'espoir d'une coopération durable entre deux pays liés par l'histoire, la politique et la culture. Néanmoins, les défis à venir ne manquaient pas, et cette étape fut autant une promesse qu'un prélude à des épisodes plus tumultueux. Les implications politiques de leur mariage se manifestèrent rapidement, notamment dans la montée des tensions religieuses en France et en Écosse. La position de Marie, catholique dans un royaume aux divisions croissantes, accentua les aspirations des factions rivales. Le mariage ne fut pas seulement un acte personnel, mais un signal pour toute la chrétienté d'Europe, où les alliances matrimoniales jouaient un rôle crucial dans le jeu de pouvoir. Marie occupa ainsi une position ambivalente, entre reine en exil et dauphine destinée à devenir reine de France. Cette dualité affectait non seulement sa vie quotidienne, mais aussi sa capacité à influencer les décisions politiques. Son parcours à la cour française fut un exercice de diplomatie personnelle, mêlé à des contraintes dynastiques souvent lourdes à porter. En conclusion, cette union symbolise une étape essentielle dans la vie de Marie Stuart et dans l'histoire des relations franco-écossaises. Elle marque l'empreinte d'une époque où les mariages royaux établissaient des ponts entre les nations tout en posant les bases des futurs conflits. Ce mariage ouvre sur une période complexe où les destins individuels sont inextricablement liés aux grands mouvements politiques et religieux d'Europe. La suite de cette histoire dévoilera comment ces dynamiques évolueront au fil du temps. Le règne éphémère en tant que reine de France. Au sein de la cour française, où le faste et la diplomatie s'entremêlaient, Marie découvrit les exigences strictes de son rôle. Son éducation écossaise, bien que noble, devait céder face au code rigoureux français, où son statut de reine imposait une conduite irréprochable et une influence politique mesurée. La cour était un lieu de surveillance attentive, où les alliances se faisaient et se défaisaient, où chaque geste pouvait être interprété et chaque parole scrutée. Marie sut cependant s'adapter, développant progressivement un sens aigu de la diplomatie
et une stature qui allait influencer sa capacité à exercer son pouvoir, malgré sa jeunesse et son inexpérience initiale. L'importance de sa place au cœur des affaires françaises se manifesta aussi dans sa participation à différents événements publics et cérémonies, essentiels à la légitimation de son statut de reine. Toutefois, le règne de Marie en France fut marqué par des défis personnels et politiques qui entachèrent ce qu'aurait pu être une période de stabilité. La santé fragile de François, combinée aux luttes de pouvoir fréquentes entre les différentes factions de la noblesse, réduisit le temps pendant lequel Marie put pleinement exercer son influence. La mort précoce de François, survenue alors qu'il n'avait que 24 ans, provoqua des répercussions profondes et immédiates sur sa vie et sur la dynamique politique des royaumes liés par leur union. Ce décès soudain laissa Marie veuve très jeune, remettant en cause son rôle au sein d'une cour désormais orpheline d'un avenir direct pour la maison de Valois. Cette tragédie ouvrit également la porte à des remaniements politiques majeurs, qui allaient bientôt bouleverser l'équilibre entre la France et l'Écosse. L'impact de ces événements sur Marie ne se limita pas à la simple perte d'un époux. Elle se retrouva dans une position délicate, devant concilier son double héritage de reine de France et future souveraine d'Écosse. La nécessité de respecter les intérêts français, tout en préservant sa légitimité en Écosse, exigeait de la part de Marie une capacité à manœuvrer avec prudence et intelligence. Son séjour en France, bien que écourté par des circonstances tragiques, forgea sa compréhension des enjeux européens ainsi que son aptitude à naviguer dans les cercles du pouvoir. Les alliances matrimoniales, les rivalités dynastiques et les rivalités religieuses constituaient autant de défis que Marie affronta avec une lucidité toujours croissante, s'installant peu à peu dans un rôle de figure politique complexe. En plus de ces aspects politiques, la vie à la cour de France offrait à Marie un environnement culturel particulièrement riche. Le XVIe siècle était une époque marquée par un intense échange d'idées et une effervescence artistique qui ne laissait pas la reine insensible. Sa présence dans ce contexte lui permit d'approcher les figures majeures de la Renaissance française et de s'imprégner des courants intellectuels et artistiques du temps. Ces influences contribuaient à façonner sa personnalité et à nourrir ses réflexions, bien que son destin continue d'être conditionné par les exigences de son rang et les soubresauts de l'histoire. La complexité de ce moment historique se reflétait dans sa manière de conjuguer les attentes sociales avec ses propres aspirations et responsabilités. Le mariage même entre Marie Stuart et François comportait une dimension symbolique forte, mêlant les histoires de deux royaumes souvent rivaux ou en tension. Son accession au trône de France était perçue comme une union des couronnes, mais également comme une promesse fragile d'alliance politique qui devait résister aux oppositions internes et externes. Le rôle de Marie ne se réduisait pas à celui d'une épouse ou d'une figure décorative. Elle était également au centre d'un jeu géopolitique où son influence pouvait faire basculer les équilibres. Cette réalité imposait une vigilance constante, chaque décision portant le poids des conséquences futures, aussi bien pour elle que pour les royaumes concernés. Son séjour à la cour française fut donc un apprentissage intense du pouvoir et de ses limites. Par ailleurs, la mort prématurée de François engendra une période d'incertitude et de transition, tant pour la monarchie française que pour la propre destinée de Marie. Son rôle initialement fondé sur son mariage évolua en une complexité renouvelée, nécessitant une réévaluation de ses prétentions et de ses stratégies. Cette phase fut cruciale, marquée par une réflexion sur les liens de sang et les héritages politiques, ainsi que par une intensification des tensions religieuses qui se propageaient dans toute l'Europe. Marie, dont le catholicisme était un élément important de son identité, se trouva confrontée à des forces qui remettaient en question l'ordre établi, accentuant encore la fragilité de sa position et des alliances qui la soutenaient. Enfin, les conséquences de cette période de règne bref mais intense se manifestèrent dans le cheminement ultérieur de Marie Stuart, qui, après le décès de François, retourna en Écosse avec une compréhension approfondie des dynamiques européennes. Son expérience à la cour de France lui conféra des outils précieux pour aborder son futur rôle de souveraine dans un Écosse également traversé par des conflits religieux et politiques. L'influence française resta présente dans ses décisions et dans l'image qu'elle projeta, témoignant de l'importance capitale de ces années passées aux côtés de François dans la construction de son identité politique.
La continuité de son histoire allait désormais se déployer sous le signe de défis renouvelés, préparant le terrain pour les épisodes à venir de sa vie complexe et souvent dramatique. Ainsi se conclut cette période charnière, où Mary Stuart sut conjuguer son statut renouvelé avec les contraintes d'un monde royal exigeant. Ses expériences à la cour de France constituèrent une étape déterminante, tant sur le plan personnel que politique, posant les fondations de son parcours futur. Ce moment de sa vie, aussi éphémère soit-il, révéla déjà la profondeur de la figure historique qu'elle incarna, entre héritage, pouvoir et destin. Cette histoire poursuivra son cours, entre ombres et lumières, dans la suite du récit qui dévoilera les autres facettes de ce personnage fascinant. Le retour en Écosse et la prise de pouvoir. Après le décès de François, son mari et roi de France, Mary Stuart se trouva dans une position délicate, prise entre ses héritages écossais et français. Sa vie bascula alors que son époux s'éteignait à l'âge de 24 ans, lui laissant le titre de veuve à seulement 18 ans. Elle avait déjà été reine consort de France. Cependant, avec sa nouvelle liberté, le temps était venu de retourner en Écosse, terre de son enfance, pour y revendiquer son trône. Ce retour ne fut pas une simple formalité, mais un départ marqué par des défis profonds liés à la stable mais fragile situation politique et religieuse de son royaume natal. En revenant en Écosse, Marie se retrouva confrontée à un contexte politique instable. Le pays était divisé, à la fois par des factions nobles rivales et par des tensions religieuses croissantes. Le protestantisme avait gagné du terrain, particulièrement sous l'influence de réformateurs tels que John Knox, alors que la jeune reine, catholique convaincue, était perçue par certains comme une menace pour la continuité des changements religieux instaurés. La complexité de la situation demanda plus qu'une simple autorité royale. Il fallait diplomatie et prudence, qualité essentielle pour naviguer dans ce turbulent paysage. Dès son arrivée à Édimbourg, Marie se confronta à l'obligation d'affirmer son autorité face à une noblesse souvent méfiante. Les clans écossais, attachés à leurs traditionnelles revendications et souvent opposés les uns aux autres, contrastaient avec l'idée même d'un royaume uni sous une souveraine catholique. Cette alliance fragile avec certains belligérants représentait l'un des nombreux défis auxquels Marie devait faire face pour consolider son pouvoir. Ses origines françaises ne facilitaient pas toujours son acceptation, mais démontraient aussi un lien puissant entre la cour écossaise et le contexte européen. Le retour de Marie fut aussi marqué par une tentative de restaurer le rôle actif de la monarchie dans l'administration du pays. Avant son départ, le pouvoir avait souvent été délégué à des régents ou des conseils dominés par des protestants, qui avaient tendance à marginaliser la religion catholique et ses partisans. Consciente que la stabilité du royaume dépendait d'un équilibre entre les intérêts conflictuels, Marie utilisa son savoir-faire acquis à la cour de France pour reconstruire les institutions royales avec fermeté, sans négliger l'importance d'un dialogue pacifique entre factions. Son ambition fut d'unir la nation autour de sa personne tout en protégeant ses convictions. Un autre élément crucial du retour de Marie résida dans sa vie personnelle et son rôle de mère. Malgré l'âpreté des luttes politiques, elle demeura attachée à son fils, le futur Jacques VI d'Écosse, qu'elle espérait préparer à un règne apaisé et fort. Cette dimension intime donnait à ses décisions une couleur particulière, car protéger son enfant et assurer la succession légitime était avoir des préoccupations constantes dans un environnement parfois hostile. Le mélange entre responsabilité publique et impératif privé accentuait la complexité de son personnage. Par ailleurs, l'importance des alliances étrangères ne pouvait être sous-estimée. Le royaume d'Écosse, historiquement allié à la France par la Old Alliance, éprouvait le besoin de renforcer ses liens pour se protéger face à l'Angleterre, puissance montante et toujours perçue comme une menace. La position de Marie comme ancienne reine de France lui donnait une place stratégique dans ce jeu international, mais la rapprochait aussi des nombreux conflits et rivalités dont le royaume d'Écosse devait se méfier. Cette double position influença ses décisions et favorisa certains rapprochements, notamment contre les pressions anglaises. La religion, omniprésente dans ce contexte, était un sujet d'attention constant. Marie restait une catholique convaincue dans un royaume où une partie importante de la population suivait la réforme protestante, notamment dans les régions urbaines
et auprès de nombreux nobles. Cette divergence entraînait des tensions, parfois assez vives, où la question du culte et des rites constituait un enjeu politique central. La reine tenta d'appliquer une politique de tolérance relative, consciente que l'exclusion pure et simple aurait pu provoquer des soulèvements et affaiblir son autorité. Cette gestion prudente révéla sa capacité à concilier foi personnelle et pragmatisme politique. Parmi les premiers actes symboliques de son retour au pouvoir, on peut citer son couronnement à l'abbaye de Holyrood en juillet de l'année 1559. Cet événement officiel reconnut sa souveraineté, mais comme souvent dans l'histoire écossaise, il ne signifia pas un pouvoir pleinement effectif. Le contexte exigeait une vigilance constante, notamment face à ses adversaires qui cherchaient à limiter son influence. Ainsi, son règne débuta dans un équilibre instable, où chaque décision pouvait influencer la pérennité de l'autorité monarchique. La jeunesse de Marie la plaçait dans une position à la fois porteuse d'espoir et de vulnérabilité. Sa culture française, son éducation soignée et sa maîtrise des langues lui permettaient d'aborder avec assurance les enjeux diplomatiques, mais certains nobles écossais la percevaient comme étrangère, manquant d'enracinement dans les coutumes locales. Ce fossé culturel nécessita de sa part un effort d'intégration et d'adaptation aux traditions écossaises, parfois en tension avec sa formation à la cour des Valois. Cette ambivalence affecta sa manière de gouverner et ses relations avec les différents groupes du royaume. Par ailleurs, il faudra reconnaître l'influence de sa mère, Marie de Guise, qui assuma un rôle central dans les affaires écossaises durant l'absence prolongée de la reine. Protectrice dévouée, cette liaison familiale complexe renforça les liens dynastiques, mais fut aussi une source de débat quant aux orientations politiques adoptées au nom du royaume. Le caractère déterminé de Marie de Guise ajouta une épaisseur supplémentaire à la scène politique écossaise, où la loyauté familiale se mêlait aux rivalités entre factions. La coexistence de ces dynamiques rendit le pouvoir particulièrement mouvant. L'aspect militaire constituait une autre facette importante de cette période. La stabilité du royaume dépendait en grande partie du contrôle des forteresses et des alliances avec les chefs de clan. Les affrontements entre diverses maisons nobles autour du pouvoir local trouvaient souvent leur résolution par la force ou par la négociation délicate. Marie avait à gérer cette réalité où son autorité reposait non seulement sur sa légitimité dynastique, mais aussi sur sa capacité à maintenir la paix et à éviter que les conflits n'affaiblissent davantage le pays. Ce fragile équilibre marqua profondément ses premières années de règne. Dans un cadre plus large, la renaissance culturelle et intellectuelle de cette époque contribua à façonner le portrait de la reine. Marseille, Milan, Paris ou Édimbourg étaient des centres où circulaient les idées, influençant la manière dont les souverains se concevaient et exerçaient leur pouvoir. Marie, éduquée dans ces milieux, fut porteuse d'une vision particulière, mêlant héritage médiéval et aspiration moderne. Cet aspect enrichit la compréhension de son rôle, non seulement comme figure politique, mais également comme actrice dans les évolutions culturelles et spirituelles de son temps. La complexité des relations entre Écosse, France et Angleterre fut un continuel défi. Alors que la nouvelle reine cherchait à consolider sa position, elle devait composer avec des intérêts souvent opposés entre ces pays. La cohabitation avec l'Angleterre, en particulier sous le règne d'Élisabeth Ier, était marquée par des tensions diplomatiques prolongées et des rivalités dynastiques. Marie représentait un symbole de légitimité pour certains catholiques anglais et écossais, ce qui rendait sa présence en Écosse un sujet de préoccupation à Londres. Ce contexte extérieur ajoutait une pression constante sur les choix stratégiques de la souveraine. Enfin, la prise de pouvoir de Marie en Écosse illustre bien les enjeux d'une époque en pleine mutation. Son retour ne fut pas seulement la reprise de ses droits, mais l'entrée dans un pouvoir à la fois fragile et contesté, où les traditions anciennes se heurtaient aux courants nouveaux. Chacune de ces décisions s'inscrivait dans un équilibre délicat entre autorité, religion et politique, entre héritage personnel et exigences collectives. Sa trajectoire annonce les bouleversements à venir dans l'histoire britannique, tout en restant profondément ancrée dans les réalités de son temps. Cette phase initiale de son règne, marquée par de nombreux défis, prépara ainsi le terrain pour les événements qui allèrent suivre, impliquant aussi bien la noblesse écossaise que les puissances étrangères.
C'est dans ce contexte que le récit de Mary Stuart se poursuit, dévoilant peu à peu les tensions plus profondes qui allaient définir son destin et celui de l'Écosse. Les alliances et conflits religieux en Écosse. Les tensions entre catholiques et protestants en Écosse durant le règne de Mary Stuart constituent un aspect fondamental de son histoire personnelle et politique. À son avènement, la situation religieuse écossaise était marquée par de profondes divisions. Le pays se trouvait au carrefour de factions opposées dont les convictions influençaient grandement la dynamique sociale et le pouvoir politique. Mary Stuart, catholique convaincue, se retrouva donc à gouverner une nation où le protestantisme gagnait du terrain, notamment à travers les partisans de Jane Knox, figure emblématique de la réforme écossaise. Issue d'un milieu catholique, Mary gardait une foi solide, ce qui orienta ses décisions et son image publique. Cependant, elle comprenait la nécessité d'une certaine modération pour assurer la stabilité de son royaume. Dès le début de son règne, elle fit preuve de volonté de conciliation entre les confessions, pratiquant une tolérance relative envers les protestants. Cette attitude se traduisit par des actes politiques mesurés et des tentatives pour apaiser les tensions religieuses, sans pour autant compromettre ses convictions personnelles. Malgré ces efforts, la situation resta fragile et tendue. Les protestants, à la fois renforcés par une partie importante de la noblesse et par la population urbaine, ne voyaient pas toujours d'un bon œil la présence d'une souveraine catholique sur le trône. Plusieurs complots et oppositions se manifestèrent, alimentant un climat d'insécurité et de suspicion. De l'autre côté, les mouvements catholiques traditionnels plaidaient pour un retour à une église à dominante romaine, ce qui créait une dynamique conflictuelle difficile à gérer sur le plan politique. La reine fut confrontée à un dilemme permanent entre le maintien de son autorité et la nécessité de préserver l'unité du royaume. Son mariage avec François II de France, également catholique, renforça son statut de reine catholique dans une Europe en pleine mutation religieuse. Ce lien franco-écossais eut une importance stratégique, mais ne calma pas la défiance des protestants. À son retour en Écosse après la disparition de François, Marie dut redoubler de prudence face à ces forces antagonistes qui se renforçaient. Les guerres de religion n'épargnèrent pas l'Écosse, et la cour de Marie devint le théâtre de luttes d'influence entre différentes factions. Les nobles protestants cherchaient à s'imposer par des alliances et des rébellions, remettant en cause la légitimité même d'une souveraine catholique. Parallèlement, Marie s'appuyait sur ses soutiens catholiques et sur une diplomatie prudente pour tenter de stabiliser son pouvoir. Ses choix religieux et politiques devinrent souvent des sujets de controverse majeure. Par ailleurs, la tradition écossaise et ses institutions spécifiques compliquaient la résolution de ces conflits. L'Église réformée écossaise, avec sa structuration et son poids politique grandissant, constituait un acteur incontournable. Cette nouvelle Église cherchait non seulement à sécuriser son influence religieuse, mais aussi à remodeler la société selon ses principes, ce qui se heurta fréquemment au pouvoir monarchique incarné par Marie. L'équilibre entre ces forces fut instable et souvent précaire. L'opposition procédait également par des voies symboliques et juridiques. Le Parlement écossais, dominé par des protestants, votait des lois limitant parfois les prérogatives de la reine ou remettant en question certains aspects du catholicisme traditionnel. Marie dut jongler avec ces contraintes institutionnelles, tout en tentant de conserver une forme d'autorité respectable. La complexité de la situation imposa une gouvernance prudente, soumise à de nombreuses pressions internes et externes. Marie fut aussi affectée par les passions religieuses qui traversèrent l'Europe à la même époque. La montée de l'anglicanisme en Angleterre et la contre-réforme catholique sur le continent influencèrent les calculs politiques et religieux de chaque camp. Le spectre des guerres de religion amplifiait la méfiance et la violence, même si elle-même tentait de préserver une forme de paix relative dans son royaume. Cette conjoncture internationale ajoutait une couche supplémentaire aux défis qu'elle devait surmonter. Le rôle des figures religieuses et des conseillers fut déterminant dans cette période. Plusieurs évêques et ministres protestants détenaient un poids important à la cour et dans l'administration. Leur influence conditionnait la mise en œuvre des politiques religieuses et contribuait parfois à renforcer les divisions. Marie, consciente de ces enjeux, chercha à équilibrer ses forces par des actes politiques nuancés, privilégiant souvent la diplomatie et la négociation plutôt que la confrontation frontale.
Toutefois, la coexistence difficile entre catholiques et protestants engendra des cycles de répression et d'amnistie. La reine se trouva parfois contrainte d'adopter des mesures plus dures pour assurer la sécurité de son gouvernement, suscitant des critiques de chaque côté. Ces revirements mettaient en lumière la complexité et la fragilité de sa position, soulignant la difficulté de concilier des convictions religieuses profondes avec les réalités politiques d'une époque troublée. En outre, les propagandes respectives des deux camps contribuèrent à alimenter les divisions. Chaque camp diffusait ses récits et interprétations de l'histoire, souvent en déformant les faits pour renforcer sa position. Ces interprétations influençaient l'opinion publique, polarisant davantage la société écossaise. Marie dut donc faire face non seulement aux luttes concrètes de pouvoir, mais aussi à une bataille symbolique où les histoires et les croyances étaient des armes puissantes. Un aspect notable de cette période fut la façon dont la religion déterminait les alliances politiques. Les factions catholiques et protestantes nouaient des liens à l'intérieur et à l'extérieur du royaume d'Écosse, parfois en contradiction avec les intérêts nationaux. Ces alliances complexes rendaient les négociations encore plus délicates car elles impliquaient des acteurs étrangers et des enjeux géopolitiques d'envergure. La position de Marie Stuart s'inscrivait donc dans un cadre élargi, dépassant largement les frontières écossaises. La relation entre Marie et la noblesse fut aussi profondément influencée par les positions religieuses. Certains nobles protestataires se montrèrent particulièrement hostiles à son règne, remettant en cause son pouvoir et préparant des soulèvements. La reine dut gérer ces tensions, parfois par des concessions et d'autres fois par des mesures coercitives. La dynamique entre le trône et les grands seigneurs écossais était ainsi continuellement affectée par les différents religieux. Dans ce contexte, les mariages et les alliances personnelles prirent un rôle crucial. Les unions contractées ou envisagées par Marie avaient une dimension politique forte liée à la confession des époux. Ces dispositifs visaient souvent à renforcer son pouvoir face aux oppositions, en espérant unifier symboliquement ou politiquement le royaume. Cependant, ces tentatives symboliques n'étaient pas toujours couronnées de succès, reflétant la profondeur des divisions religieuses. Par ailleurs, les rituels et les pratiques religieuses devinrent des marqueurs identitaires forts en Écosse. La participation aux offices, les fêtes religieuses, ainsi que les comportements quotidiens étaient observés avec attention par les partisans des deux confessions. Ces manifestations extérieures contribuaient à afficher clairement les loyautés de chacun, renforçant parfois le sentiment d'exclusion ou de menace au sein des communautés. Marie elle-même fut associée à certains rites qui incarnèrent ta foi et sa légitimité. Au-delà de la politique et de la religion, ces tensions eurent un impact social profond. Les communautés rurales et urbaines étaient affectées différemment, certaines régions étant plus catholiques, d'autres plus protestantes. Cette géographie religieuse influencerait durablement l'histoire de l'Écosse bien après le règne de Marie. Ainsi, son époque fut un moment charnière où les identités confessionnelles se firent de plus en plus saillantes et conflictuelles, modifiant profondément le tissu social. Malgré les difficultés, la figure de Marie Stuart reste emblématique par son rôle au centre de ces conflits. Son positionnement religieux, ses choix politiques et ses tentatives de conciliation témoignent des enjeux complexes de son temps. Cette période souligne combien les alliances et les oppositions religieuses ont façonné l'histoire écossaise et européenne, rappelant aussi la précarité du pouvoir dans un contexte de transformation profonde. À mesure que ces tensions se déployaient, le règne de Marie Stuart se trouva marqué par une succession de crises et de négociations entre factions différentes. Ces affrontements ne furent pas uniquement religieux, mais aussi politiques et culturels, reflétant la pluralité des enjeux à l'œuvre. La compréhension de ces dynamiques permet de saisir l'importance du contexte religieux pour l'évolution de son pouvoir et pour la destinée de l'Écosse. Cette réalité fragile annonçait aussi les bouleversements qui allaient suivre, non seulement en Écosse, mais dans l'ensemble des royaumes concernés. La question religieuse demeurait un facteur structurant autour duquel se concentraient les oppositions. La trajectoire même de Marie Stuart, qui se poursuivit avec ses épreuves et campagnes ultérieures, ne pourra être pleinement comprise sans intégrer cette donnée essentielle. L'analyse de ces tensions révèle également la difficulté à séparer le religieux du politique durant cette époque. La foi
était à la fois croyance personnelle et instrument de pouvoir. Mary Stuart incarna cette dualité, incarnant une légitimité autant spirituelle que temporelle. Ses actions témoignèrent des limites que posaient ces conditions, mais aussi des efforts pour tenter d'unifier un royaume divisé. Progressivement, ces conflits religieux investirent également les sphères culturelles et intellectuelles, influençant la production artistique, la littérature et les discours publics. Ils modifièrent la manière de penser la souveraineté, la loi et la société. Ce cadre évolutif dessina les contours des rapports entre Église et État, posant les jalons de débats qui se prolongeraient longtemps. En somme, le règne de Mary Stuart offre un exemple pionnier des tensions entre confessions au sein d'un pouvoir monarchique confronté à la sécularisation croissante des sociétés européennes. Ce moment historique constitue une étape clé dans la compréhension des guerres de religion, montrant comment les intérêts personnels, religieux et politiques s'entrelacent étroitement. La difficile coexistence de catholiques et protestants sous son autorité montre l'ambivalence d'un temps où la loyauté religieuse influait directement sur la légitimité politique. Cette complexité ne trouva pas de solution simple, et les événements qui suivirent en témoignèrent de manière dramatique. Ce contexte instable souligne combien Mary Stuart navigua difficilement dans un environnement profondément divisé. Ainsi prirent forme les conditions qui allaient finalement conduire à la chute de son pouvoir en Écosse. Les conflits religieux n'étaient pas seulement une question de foi, mais bien une matrice des tensions sociales et politiques. La compréhension de ces dimensions éclaire les choix et comportements de Mary Stuart, rendant compte d'un équilibre toujours remis en cause. Cet ensemble d'éléments conduit à constater que la reine, bien qu'animée par des convictions profondes, fut aussi une actrice pragmatique dans un monde où la religion conditionnait le destin des nations. Son parcours reflète la difficulté à harmoniser ces dimensions, en gardant une autorité effective et un semblant d'unité nationale. Au terme de cette analyse, il devient possible d'entrevoir les mécanismes multiples par lesquels la question religieuse agit comme un facteur central pour les enjeux de pouvoir au XVIe siècle. L'expérience de Mary Stuart illustre les tensions entre tradition et réforme, foi et politique, identité nationale et affiliation confessionnelle. Les événements religieux en Écosse sous son règne préfigurent également les bouleversements futurs dans d'autres royaumes voisins. Son histoire s'insère donc dans une histoire plus vaste des transformations européennes, marquée par la confrontation croissante entre catholiques et protestants. Ce contexte prépare ainsi le terrain des épisodes suivants, où s'entrecroiseront intrigues politiques, conflits religieux et choix personnels. La suite du récit éclairera comment ces éléments se combinèrent de manière décisive pour façonner le destin de Mary Stuart et celui des pays qu'elle incarna. Le mystère autour de la mort de Lord Darnley. L'événement tragique de l'assassinat de Lord Darnley demeure l'un des épisodes les plus énigmatiques et déterminants du règne de Mary Stuart. Henry Stuart, connu sous le nom de Lord Darnley, devint le deuxième époux de Marie en 1559, marquant un tournant significatif dans la politique britannique. Leur mariage était initialement perçu comme une alliance stratégique visant à consolider les prétentions dynastiques de Marie au trône d'Angleterre, ainsi que sa position en Écosse. Pourtant, cette union, loin d'apaiser les tensions, s'embrouilla rapidement dans un réseau complexe de jalousie, de rivalité et de complot qui allait culminer dans un drame sanglant. Après quelques mois d'une cohabitation déjà marquée par la rivalité, Lord Darnley montra rapidement des signes d'un caractère instable et exigeant. Sa prétention à plus de pouvoir politique s'accompagna d'un comportement imprévisible, alimenté par un tempérament irascible et des ambitions personnelles. Le couple royal se retrouva divisé et l'entourage de la reine s'inquiéta de cet homme dont les actes troublèrent la cour. La naissance en 1563 de leur fils, Jacques, qui deviendra plus tard Jacques VIe d'Écosse et Ier d'Angleterre, n'apporta que peu de répit à leur relation déjà fragile. En janvier de 1566, Lord Darnley fut retrouvé gravement blessé dans le manoir de Kirkhofield à Édimbourg. L'endroit fut détruit par une énorme explosion, mais ses blessures témoignaient d'une attaque préalable. Il avait été étranglé ou assommé avant l'explosion, car les restes ne montrèrent pas de brûlures significatives. Les circonstances de sa mort
sont rapidement devenus le centre d'une controverse politique et judiciaire majeure. De nombreux suspects et théories furent avancés, mêlant intérêts personnels, rivalité dynastique et lutte de pouvoir entre différentes factions écossaises. L'enquête officielle identifia plusieurs membres de la noblesse écossaise comme suspects principaux, mais les preuves restaient insuffisantes pour mener à des condamnations certaines. James Hepburn, comte de Bothwell, un homme influent à la cour et réputé pour ses compétences militaires et politiques, fut souvent mis en cause en raison de ses liens étroits avec la reine et sa position stratégique. Cependant, la nature même des alliances politiques à cette époque rend l'attribution d'une responsabilité claire particulièrement difficile. Certains historiens avancent que la reine elle-même pouvait avoir eu connaissance ou même une forme de complicité indirecte, tandis que d'autres éliminent rapidement cette hypothèse comme une rumeur alimentée par ses adversaires. Le meurtre de Lord Darnley eut des répercussions immédiates sur la stabilité du royaume. L'opinion publique en Écosse s'enflamma, exacerbée par la diffusion de pamphlets et de récits biaisés qui dénigraient la reine et ses proches. Des figures politiques majeures saisirent l'occasion pour affaiblir Mary Stuart, accentuant les divisions déjà présentes entre protestants et catholiques, entre partisans de la reine et de ses ennemis. La légitimité de Marie fut mise à rude épreuve, alors que son mariage rapide avec Bothwell, quelques mois seulement après la mort de Darnley, suscita un tollé général. Ce mariage fut perçu comme scandaleux et précipité. Bothwell avait divorcé de sa première épouse dans des conditions controversées et était accusé par beaucoup d'avoir orchestré l'assassinat de Darnley pour accéder à la reine. Ce nouvel épisode alourdissait davantage le climat politique, rendant la position de Marie intenable. En juin de 1566, une coalition d'aristocrates rebelles força la reine à abdiquer, ce qui l'amena à chercher refuge en Angleterre. Cet exil marquait la fin de son règne en Écosse et initia une série de confrontations majeures avec la couronne anglaise qui allait durer de longues années. Les historiens continuent d'explorer les différents aspects de ce mystère. Les documents contemporains, rapports d'enquête, correspondances privées et chroniques permettent d'éclairer certains éléments du déroulement des faits. Mais le voile de l'incertitude demeure. L'éventail des hypothèses s'étend de la simple conspiration politique à un assassinat commandité par des intérêts étrangers. La complexité des alliances et des révoltes religieuses de cette époque hante toute tentative d'analyse définitive. Par ailleurs, la personnalité complexe de Mary Stuart, à la fois femme de pouvoir, mère et figure symbolique, ajoute une dimension humaine souvent éclipsée par les événements tragiques. Dans le cadre de cette période tumultueuse, le meurtre de Lord Darnley occupe une place centrale. Il illustre parfaitement les dangers inhérents au pouvoir monarchique, dans un contexte où les alliances changeantes et les luttes de clans peuvent rapidement mener à des situations dramatiques. Ce cas souligne également la fragilité de la reine face aux machinations politiques de son temps. Pris entre ambition personnelle, loyauté et trahison. La mort de Darnley est ainsi symptomatique d'une époque marquée par d'intenses conflits internes autant que par des enjeux internationaux. Les recherches contemporaines mettent en lumière l'importance de la mémoire collective dans la construction de cette histoire. Les récits sur l'assassinat ont souvent été instrumentalisés pour des fins politiques, chacun cherchant à façonner l'image de Marie selon ses intérêts. Les historiens modernes s'efforcent de distinguer le parti pris des faits, en privilégiant une approche critique des sources. Ceci contribue à mieux comprendre non seulement les faits eux-mêmes, mais également la manière dont ils ont été perçus et interprétés au fil des siècles. Le meurtre de Lord Darnley reste ainsi un objet d'étude multidisciplinaire mêlant histoire, politique et sociologie. En dépit des nombreuses hypothèses, un consensus général s'est dégagé sur le fait que la mort de Darnley fut un élément déclencheur dans la chute de Mary Stuart. Ce bouleversement politique accentua les tensions déjà présentes en Écosse et précipita des événements déterminants pour l'avenir du royaume. Il introduisit également une période de troubles prolongés, où loyauté et trahison s'entremêlèrent, aboutissant à des bouleversements durables dans la structure du pouvoir britannique. Ainsi, la mort de Lord Darnley ne fut pas un simple fait isolé, mais un symbole des enjeux de pouvoir et des fragilités inhérentes à la couronne à cette époque. L'étude de cet épisode invite à une réflexion plus large sur les risques encourus par ceux qui détiennent le pouvoir politique dans des contextes instables.
La conjonction d'intérêts personnels, religieux et dynastiques crée un environnement où la fiabilité des alliances est constamment remise en question. L'affaire Darnley illustre également l'importance des représentations publiques et de la communication politique dans la gestion d'une crise majeure. Les conséquences de cet assassinat dépassent le cadre strictement historique et s'inscrivent dans une compréhension globale des mécanismes du pouvoir. Ce passage de la vie de Mary Stuart révèle également la complexité de son image historique. Femme souvent jugée pour ses choix personnels, elle fut aussi victime des circonstances politiques de son époque. La controverse entourant le meurtre de son époux met en évidence les difficultés auxquelles elle était confrontée, prise entre son rôle de souveraine et les attentes sociales de son temps. La multiplicité des interprétations sur cette période souligne combien la perception des personnages historiques peut varier selon les époques et les contextes. Le mystère demeure entier quant à l'identité réelle des instigateurs de ce crime. Les témoignages contradictoires et le manque de preuves irréfutables empêchent une conclusion définitive. Néanmoins, cet événement continue à fasciner chercheurs et passionnés d'histoire, nourrissant débats et analyses. La richesse documentaire disponible permet d'assurer une exploration approfondie de ce sujet, tout en soulignant les limites de toute reconstruction historique face aux zones d'ombre. Le poids de cet assassinat se fait sentir dans la mémoire collective écossaise et britannique. Il a influencé la politique, la littérature, ainsi que les représentations artistiques à travers les générations. Cette affaire est souvent utilisée comme un exemple majeur des intrigues de cour et des enjeux liés à l'exercice du pouvoir. Elle reste un sujet incontournable pour comprendre la trajectoire de Mary Stuart, ainsi que les dynamiques complexes du XVIe siècle. La portée symbolique de cet épisode dépasse le simple fait historique. Les conséquences politiques immédiates furent profondes. L'instabilité résultante conduisit à des conflits armés et à des changements de régime. La reine fut contrainte à un exil qui modifiera durablement son destin et celui de son pays. Par ailleurs, la mort de Darnley affecta profondément les alliances religieuses et les rapports entre catholiques et protestants. Ceci accentua la fracture qui traversait alors la société écossaise, avec des conséquences sur plusieurs décennies, dont certaines se répercutèrent jusque dans l'histoire britannique plus récente. L'assassinat de Lord Darnley est aussi étudié sous l'angle des relations diplomatiques. Les enjeux internationaux entre l'Angleterre, la France et l'Écosse y sont intimement liés. Chaque puissance extérieure avait un intérêt direct dans ces événements et a tenté d'influencer à sa manière les résultats. Cette dimension ajoute une couche supplémentaire à la compréhension du meurtre, qui apparaît alors comme un point nodal d'une rivalité européenne plus large. L'influence des puissances étrangères montre combien la situation écossaise s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe. En conclusion, l'examen factuel de l'assassinat de Lord Darnley révèle un épisode aux multiples facettes. La combinaison d'éléments personnels, politiques et internationaux rend l'affaire particulièrement riche en enseignements. Elle illustre les dangers et les défis de la souveraineté à une époque où les enjeux de pouvoir étaient intenses et souvent brutaux. Le mystère autour de sa mort continue d'alimenter les travaux historiques, tout en offrant une perspective unique sur les circonstances qui ont marqué le règne de Mary Stuart. Cette réflexion prépare ainsi le terrain pour analyser les événements ultérieurs de sa vie et de son époque. Le mariage avec le comte de Bothwell et les conséquences politiques. L'union entre Mary Stuart et James Hepburn, comte de Bothwell, constitue un moment clé et controversé dans l'histoire tourmentée de l'Écosse au XVIe siècle. Cette alliance surprenante survint peu après la mort tragique de Henry Stuart, Lord Darnley, mari précédent de Mary, dont l'assassinat en février 1573 suscita de nombreuses suspicions. Many contemporaries suspected Bothwell d'avoir orchestré cet assassinat pour se rapprocher du trône, ce qui alimenta les tensions dans une noblesse déjà divisée. Mary elle-même fut confrontée à un dilemme complexe entre ses sentiments personnels et les impératifs politiques. Le mariage fut célébré en mai de la même année, rapidement et dans des conditions considérées comme douteuses par une grande partie de la cour. Certains chroniqueurs soulignent un mariage précipité, organisé alors que Bothwell avait subi un procès controversé où il avait été acquitté de l'accusation de meurtre. Ce contexte tendu alimenta la perception d'une union illégitime, voire scandaleuse,
Ce mariage eut des conséquences immédiates sur la perception de la légitimité de Mary Stuart en tant que reine. Un nombre croissant de nobles estima que son jugement avait été compromis, qu'elle s'était laissée manipuler ou influencer par Bothwell d'une manière incompatible avec sa position royale. La noblesse écossaise, déjà divisée entre différents clans et factions, se trouva encore plus fracturée. Le soutien politique qui avait permis à Marie de régner faiblit sensiblement, car de nombreux seigneurs considéraient que son choix personnel compromettait la stabilité du royaume. Une série d'alliances nouvelles se forma contre elle, amenant un groupe de nobles à contester ouvertement son autorité. Cette opposition culmina en juin 1573, lorsque les armées rebelles affrontèrent les forces loyales à la reine près de Carberry Hill. La confrontation, bien que peu sanglante, symbolisa un point de rupture majeur dans son règne. Par ailleurs, l'aspect religieux joua un rôle dans la détérioration de la position de Mary Stuart. En effet, la reine était catholique dans un contexte où le protestantisme gagnait rapidement du terrain en Écosse sous l'influence de John Knox et d'autres réformateurs. La noblesse protestante, méfiante à l'égard de Bothwell, qui était perçu comme un allié des catholiques, saisit cette occasion pour affirmer son pouvoir. Le mariage renforça ainsi les divisions confessionnelles au sein du royaume, envenimant les tensions entre catholiques et protestants. Cette polarisation religieuse compliqua la tâche de Marie pour maintenir une gouvernance stable, d'autant plus que certains membres du clergé protestant jusqu'alors modérés prirent position contre la reine. En termes personnels, cette période fut marquée par une lente marginalisation de Marie, dont la popularité diminua progressivement à la cour et parmi le peuple. Beaucoup reprochaient à la reine son choix de se remarier rapidement après un drame personnel majeur. La rumeur publique, y compris dans les villes et villages, se nourrissait d'histoires plus ou moins fondées sur des motifs d'impropriété ou de pression exercée par Bothwell. Malgré quelques soutiens fidèles, son isolement politique alla croissant, ce qui affaiblit son influence sur les affaires du royaume. L'opinion favorable s'érodait aussi parce que l'union renforçait, dans le regard de nombreux contestataires, l'image d'une reine manipulée par un seigneur ambitieux, plutôt que d'une souveraine pleinement maîtresse de son destin. Le mariage eut également des répercussions diplomatiques importantes. L'Angleterre d'Élisabeth I observait avec inquiétude les développements en Écosse. Celle-ci voyait Bothwell comme une menace potentielle qui pourrait déstabiliser la situation au nord. Par conséquent, les négociations et contacts entre les cours anglaises et écossaises furent marqués par une certaine méfiance. Certains conseillers anglais encouragèrent des factions écossaises opposées à Marie à gagner en puissance afin d'assurer un équilibre plus favorable à leurs intérêts. La dynamique complexe entre ces deux monarchies voisines amplifia la crise à l'intérieur même de l'Écosse, où l'influence des puissances étrangères contribua à aggraver les fractures internes. L'accumulation des conflits politiques, religieux et sociaux provoqua à terme la fuite de Marie vers le château de Loch Leven. En juin 1573, après la bataille et face à l'opposition croissante, la reine fut arrêtée, emprisonnée et contrainte à abdiquer en faveur de son fils James VI. Ce renversement brutal évoqua un effondrement progressif de son règne, initié en grande partie par les conséquences de son mariage avec Bothwell. La captivité marqua un tournant majeur, car elle ne fut plus en mesure d'exercer une influence directe sur le gouvernement, ni de défendre son autorité. Cette période d'exil forcé fut accompagnée d'une série de manœuvres politiques et diplomatiques visant à limiter son retour au pouvoir. Il convient de rappeler que cette phase de la vie de Mary Stuart est souvent l'objet de débats entre historiens. Certains relativisent le rôle de Bothwell dans la déchéance de la reine, tandis que d'autres insistent sur le fait que cette union fut une erreur politique majeure. Les documents d'époque, ainsi que les témoignages de contemporains, fournissent des perspectives parfois contradictoires. Quoi qu'il en soit, l'impact de ce mariage sur la légitimité de la monarchie écossaise est incontestable. La fragilité du trône fut mise à nu, et les tensions accumulées débouchèrent sur une décennie d'instabilité qui affecta durablement la situation politique en Écosse. Dans le contexte de la Renaissance, cette histoire illustre comment des décisions personnelles, même pour une souveraine de renom, peuvent avoir des répercussions profondes sur l'équilibre du pouvoir. La souveraineté, liée aux alliances matrimoniales,
représente un enjeu majeur pour les monarques de cette époque. Le cas de Mary Stuart et Bothwell témoigne des risques inhérents à ces unions, où la légitimité devient étroitement liée à la perception publique, à la loyauté des nobles et à l'influence des puissances étrangères. En analysant ces événements, on comprend mieux les enjeux politiques complexes qui caractérisaient le contexte européen du XVIe siècle et la précarité du pouvoir royal. Ce récit met également en lumière le rôle des codes sociaux et des attentes envers une reine régnante. Dans une société patriarcale, les choix de Marie furent scrutés avec une intensité particulière. Sa décision d'épouser Bothwell, malgré les controverses, fut perçue par beaucoup comme une transgression des normes de conduite attendues. Cela soulève des questions sur les limites imposées aux femmes au pouvoir et sur la manière dont ces limites influençaient leur action politique. Les réactions hostiles de la cour et du peuple démontrent que le pouvoir féminin, même royal, pouvait se heurter à des obstacles insurmontables dans cette période. Ainsi, le mariage avec le comte de Bothwell constitue un point de bascule dans la vie de Mary Stuart. Loin de renforcer sa position, cette union contribua à affaiblir sa légitimité, à fragmenter la noblesse écossaise et à exacerber les tensions religieuses. Son règne, déjà fragile, entra dans une phase critique qui allait mener à sa chute temporaire et à une longue phase d'exil. Ces événements posent les bases d'une réflexion sur la complexité des relations de pouvoir en Écosse et la manière dont le destin personnel d'une souveraine s'entremêle avec les dynamiques politiques. Le déclin de Mary Stuart doit être compris dans cette perspective où chaque choix stratégique engage l'avenir du royaume. Dans la continuité de cette histoire, il sera pertinent d'explorer la captivité de Marie et ses efforts pour retrouver le trône, ainsi que les enjeux internationaux qui entourèrent son sort dans les années suivantes. Ce contexte complexe révèle les interactions entre dynasties européennes, lutte confessionnelle et ambition personnelle. Le chapitre suivant permettra d'aborder ces dimensions en détaillant les circonstances de son emprisonnement et les tentatives diplomatiques qui ponctuèrent cette période. La trajectoire de Mary Stuart demeure un exemple fascinant des aléas du pouvoir monarchique à une époque charnière de l'histoire européenne. L'emprisonnement et l'abdication forcée. Au cours des années 70 du XVIe siècle, le destin de Mary Stuart prit un tournant décisif qui allait marquer à jamais sa notoriété. Après son retour en Écosse, elle se trouva rapidement isolée dans un contexte politique instable, où se croisaient lutte religieuse et ambition personnelle. La reine, jeune et confrontée à des tensions profondes entre catholiques et protestants, ne parvenait plus à exercer pleinement son autorité. Cette instabilité fut exploitée par ses adversaires, notamment par des membres influents de la noblesse écossaise qui souhaitaient en limiter le pouvoir. La situation dégénéra au fil du temps, ses opposants gagnant en influence dans les sphères politiques et religieuses. Cette montée des contestations conduisit à des pressions croissantes qui allaient aboutir à un événement central, l'emprisonnement de Mary Stuart. Les mécanismes institutionnels utilisés contre elle furent à la fois subtils et rigoureux. Sous la contrainte, Marie fut arrêtée et détenue dans diverses résidences, souvent dans l'attente que des décisions formelles viennent légitimer sa dépossession. À cette époque, le royaume d'Écosse traversait une période où les règles du pouvoir étaient remises en question par des conflits internes et des alliances fragiles. Le Parlement, ainsi que plusieurs clans influents, jouèrent un rôle clé dans le processus de dépossession de la souveraine. Cette situation témoigne de la complexité des rapports de force, où légitimité royale et volonté des nobles s'entremêlaient. L'abdication forcée fut donc un résultat autant politique qu'institutionnel, permettant à ses opposants de consolider leur contrôle sur la couronne. L'abdication de Marie au profit de son fils, Jacques, ne fut pas seulement un acte juridique. Elle incarnait aussi une stratégie politique visant à pacifier le royaume en installant un monarque moins contesté. Jacques, alors enfant, semblait être une figure susceptible de rassembler les factions opposées. La décision d'imposer cette abdication fut toutefois loin d'être unanime, générant débats et résistance. Ce choix fit naître une nouvelle dynamique où la régence fut exercée par des conseillers et des nobles proches des intérêts protestants, transformant profondément l'équilibre du pouvoir. Cette transition souligna une étape majeure dans la gestion des conflits religieux et politiques en Écosse. La faiblesse temporaire de la reine et l'ascension de son fils
furent ainsi intimement liées aux contextes sociaux et religieux. L'influence anglaise est également un facteur essentiel dans ces événements. Élisabeth I, reine d'Angleterre, avait des intérêts stratégiques importants en Écosse. La détention de Marie Stuart lui offrait un levier pour contrôler indirectement la politique écossaise. Des négociations diplomatiques complexes se traduisirent par un encerclement progressif de Marie, réduisant son autonomie et mettant en avant sa vulnérabilité. Ces rapports entre les deux royaumes, bien que souvent dissimulés derrière la diplomatie, finirent par déterminer le sort de Marie. Sa captivité interroya notamment la possibilité qu'elle représentât un point focal pour les forces catholiques opposées à Élisabeth. Cela justifia à leurs yeux la nécessité de la neutraliser politiquement. Parallèlement, la question religieuse joua un rôle crucial dans le changement de régime en Écosse. La réforme protestante avait profondément modifié la société écossaise, divisant les élites et le peuple. La foi catholique de Marie était vécue comme un obstacle à la réforme, détériorant sa légitimité auprès d'une large fraction des sujets. Cette opposition amplifia les tensions et les conflits, appuyant la justification de son emprisonnement. Les documents officiels de l'époque révèlent que des accusations variées, souvent politiques, furent portées contre elle pour légitimer ces contraintes. Elles étaient liées à des soupçons de complot et de conspiration, communes dans les luttes de pouvoir de l'époque. Ces éléments illustrent la difficulté qu'elle rencontra pour préserver sa couronne. La captivité de Marie changea aussi le visage de la vie politique en Écosse. Les conseillers et régents durent gérer des crises successives, entre affrontements internes et menaces anglaises. La figure d'un monarque enfant renforçait leur position mais posait aussi le défi de maintenir l'unité du royaume. Plusieurs projets de stabilité furent mis en œuvre, bien que fragiles, illustrant combien le pouvoir dépendait des rapports personnels et des équilibres fluctuants. Dans ce cadre, le rôle des institutions fut renforcé afin de compenser l'absence d'un souverain adulte capable de contrôler directement le pays. Ce contexte offrait un terrain propice aux manœuvres politiques et aux reconfigurations du pouvoir. À travers tout ce processus, la figure de Marie Stuart reste centrale par les implications symboliques qu'elle porte encore aujourd'hui. Son emprisonnement et son abdication démontrent comment la souveraineté pouvait être remise en cause au moyen d'instruments politiques modernes pour l'époque. Les limites de l'autorité royale apparurent avec clarté, soulignant une transition vers des formes de gouvernement plus collégiales. Les débats actuels sur sa destinée continuent de refléter ces tensions historiques entre identité nationale, religion et pouvoir politique. Ce moment marque ainsi un chapitre décisif dans l'histoire de l'Écosse, où un fragile équilibre fut tenté pour surmonter les divisions internes profondes. En somme, ces événements révèlent les complexités d'une époque où la monarchie elle-même devait s'adapter à de nouveaux cadres politiques et sociaux. Marie Stuart, bien que reine de droit, vit sa légitimité contestée par des forces multiples agissant dans l'ombre et au grand jour. Sa captivité illustre la convergence de dynamiques religieuses, sociales et politiques qui redéfinirent le pouvoir en Écosse. Ces mécanismes, parfois difficiles à saisir, permettent aujourd'hui de mieux comprendre comment la souveraineté pouvait se déliter au profit d'intérêts contradictoires. L'abdication de Marie conféra par ailleurs un nouveau rôle à la figure royale, amorçant un processus d'évolution institutionnelle. La suite de cette histoire conduira à de nouveaux développements en lien avec l'exil de la reine et la façon dont son destin fut lié aux enjeux en Angleterre et en Europe. Ces événements posent les jalons d'une période encore plus complexe où s'entrelacent rivalité dynastique et confrontation religieuse. Cette évolution révèle aussi combien le pouvoir personnel pouvait être à la fois fragile et déterminant dans le façonnement de l'histoire. L'analyse de cette étape prépare ainsi une réflexion approfondie sur les conséquences politiques de l'abdication et les péripéties qui suivirent. L'exil en Angleterre sous la protection d'Élisabeth I, le séjour de Marie Stuart en Angleterre, marque une étape charnière dans sa vie, où les attentes incertaines et les manœuvres politiques tissent une toile complexe autour d'elle. Après avoir été reine consort de France, veuve et reine d'Écosse, elle trouve refuge chez sa cousine Élisabeth, qui règne depuis plusieurs années sur l'Angleterre. Ce refuge apparent cache en réalité une captivité surveillée entre prudence et rivalité. Marie arrive en Angleterre au cours de l'année 1560,
espérant recevoir aide et soutien contre les forces qui menacent son trône écossais. Dès son arrivée, la situation est délicate. Élisabeth considère Marie à la fois comme une rivale au pouvoir et comme une reine légitime aux yeux de certains catholiques anglais. Les relations entre les deux souveraines sont tendues. Élisabeth, profondément protestante, voit en Marie, fervente catholique, une menace potentielle. De leur côté, les partisans de Marie en Angleterre espèrent qu'elle pourrait un jour prendre la tête d'un royaume unifié, ce qui exacerbe la méfiance d'Élisabeth et de son conseil. La reine anglaise décide donc de placer Marie sous une forme de surveillance stricte, mais non totalement isolée, pour éviter qu'elle ne se fasse un appui trop fort. Le traitement de Marie Stuart en Angleterre oscille entre respect officiel et contraintes sévères. Elle est installée dans plusieurs résidences, souvent tenues à distance de Londres. Ses déplacements sont limités et toujours accompagnés. Malgré tout, elle conserve une cour réduite et continue à correspondre avec ses alliés et chancelleries étrangères. Ces échanges témoignent de son espoir persistant de recouvrer son trône ou d'accéder au pouvoir, même si les circonstances semblent s'obscurcir. Les années passent sous ce régime de résidence surveillée qui ne cesse de peser lourdement sur elle, tant psychologiquement que politiquement. Les enjeux diplomatiques de cette période sont considérables. La présence de Marie en Angleterre crée une tension constante entre les puissances catholiques et protestantes d'Europe. Le pape, ainsi que des monarques comme Philippe d'Espagne et le duc de Guise, voient en elle une figure emblématique pour contrecarrer la montée protestante. Ils encouragent des complots visant à libérer Marie ou à renverser Élisabeth. Ces complots, cependant, sont découverts ou échouent, renforçant la détermination d'Élisabeth à garder sa cousine à l'écart du pouvoir. Cette rivalité entre deux reines, toutes deux revendiquant des droits dynastiques, nourrit un climat de suspicion qui colore toute la gestion de la captivité de Marie. Sur le plan personnel, la vie quotidienne de Marie est marquée par l'ennui et l'isolement. Elle doit composer avec une garde attentive et un entourage qui ne lui est pas toujours favorable. La santé de Marie, déjà fragile, se détériore progressivement. Il est difficile de démêler la part attribuable au stress politique, aux conditions parfois difficiles de son exil et aux maladies courantes à cette époque. Sa solitude est accentuée par le peu de visites qu'elle reçoit, les alliances politiques limitant les contacts extérieurs. Néanmoins, elle conserve une dignité royale dans ses traits et sa conduite, refusant de renoncer à ses prétentions, ce qui fait d'elle un symbole persistant de résistance. L'interaction entre Marie et Élisabeth reste un sujet d'interrogation pour les historiens. Leurs lettres, relativement formelles, révèlent une certaine diplomatie mêlée de méfiance mutuelle. Élisabeth perçoit Marie comme une menace à éliminer politiquement, mais estime que sa mort pourrait engendrer un martyre catholique. Ainsi, elle choisit souvent une politique d'attente, espérant que la situation se dénouera d'elle-même. Pourtant, cette inaction planifiée maintient une pression constante. Marie tente de profiter des dissensions au sein du conseil d'Élisabeth, jouant sur les divisions pour améliorer sa condition. Ces subtilités de pouvoir sont au cœur d'une décennie d'exil, loin des fastes d'une cour libre. L'exil anglais révèle également les tensions internes en Écosse. Tandis que Marie demeure en Angleterre, ses ennemis à Édimbourg renforcent leur position. La noblesse écossaise s'organise autour de réformes religieuses qui déstabilisent l'héritage catholique de la reine déchue. Les soutiens de Marie s'amenuisent, ce qui diminue les chances de retour au pouvoir. Paradoxalement, son statut de captive en Angleterre exacerbait son influence symbolique, mais s'avérait inefficace pour une restauration politique concrète. La politique intérieure écossaise évoluait rapidement, engageant des changements définitifs que l'exil de Marie ne pouvait plus arrêter. Marie Stuart, malgré son isolement, continue cependant d'incarner un enjeu majeur dans le grand échiquier européen. Sa captivité est exploitée dans la propagande des deux camps. Pour les catholiques, elle demeure la reine légitime en exil, victime d'une reine usurpatrice. Pour les protestants anglais, elle est souvent présentée comme une conspiratrice dangereuse. Cette dualité façonne l'image construite autour de son personnage historique. L'étude des sources de l'époque montre une complexité où réalité politique et légende se mêlent souvent, rendant difficile une lecture simple de cette période. La captivité est aussi une longue épreuve pour sa famille, dont le sort est mêlé au sien.
La surveillance constante impose à Marie des restrictions sur ses communications. Les lettres envoyées à ses partisans sont souvent interceptées et analysées. Certaines révèlent des intrigues ou sollicitent des aides pour échapper à sa situation. Ces tentatives contribuent à son image de figure trouble et à sa condamnation ultérieure. Toutefois, les documents écrits témoignent également d'une intense activité intellectuelle. Marie traduit, écrit ou dicte des textes, conservant une vie culturelle malgré les pressions. Cet aspect est souvent ignoré, mais souligne son rôle non seulement politique, mais aussi culturel dans l'Europe de la Renaissance tardive. La relation avec Élisabeth, bien que conflictuelle, ne se réduit pas à une simple opposition. Les deux femmes partagent des expériences communes de pouvoir royal féminin dans une Europe dominée par des hommes. Elles utilisent des codes diplomatiques raffinés pour maintenir des échanges, même s'ils sont empreints de suspense. Cette relation est complexe, mêlant rivalité, précaution et parfois un certain respect distant. Dans ce contexte, la résidence surveillée de Marie devient un lieu symbolique, miroir des ambitions contrariées et des limites imposées par les circonstances historiques. Le statut de Marie en Angleterre pose également des questions juridiques et de protocole. En tant que reine d'Écosse, elle est une souveraine détenue d'un autre royaume, ce qui complique sa détention. La décision d'Élisabeth de ne pas la juger immédiatement reflète une stratégie politique. Une condamnation risquerait d'aggraver les tensions avec les monarchies catholiques. La situation évolue au fil des années, assortie de tentatives de négociations diplomatiques intermittentes. Cette imprécision légale contribue à maintenir Marie dans un état d'attente prolongé sans perspective claire. Au fil du temps, la captivité affecte la dynamique du pouvoir en Angleterre même. Certains conseillers d'Élisabeth voient dans l'élimination de Marie une solution aux menaces catholiques. D'autres prônent la prudence pour éviter des réactions internationales fortes. Cette division influence la politique intérieure et la gestion du problème Marie. Ainsi, l'exil d'une reine captive est devenu un enjeu central dans les débats autour de la sécurité et de la légitimité politique en Angleterre. Cet épisode illustre la complexité des équilibres entre pouvoir, religion et diplomatie au XVIe siècle. En conclusion, le passage de Marie Stuart en Angleterre apparaît comme une période d'attente, de tension et de surveillance, marquée par des enjeux diplomatiques profonds. Sa résidence sous la protection conflictuelle d'Élisabeth Prin dessine une page de l'histoire où les aspirations personnelles et les calculs politiques s'entrelacent. Ce moment n'est pas uniquement un exil, mais aussi un temps d'affrontement invisible, de stratégie soigneusement menée et de survie dans une Europe troublée. Cette phase prépare les événements ultérieurs qui conduiront à son sort final, marquant durablement l'histoire des monarchies britanniques et écossaises. La suite de ce récit dévoilera les transformations et les conséquences de cet enfermement, éclairant la complexité des destins royaux dans une époque tourmentée. Les complots et accusations qui aboutirent à sa condamnation. Les intrigues qui entourèrent Marie Stuart, reine d'Écosse, s'inscrivent dans un contexte politique européen complexe du XVIe siècle. Durant sa captivité en Angleterre, elle fut au centre de multiples complots visant à l'installer sur le trône anglais, ce qui suscita chez la reine Élisabeth une surveillance étroite. Les tensions religieuses, opposant catholiques et protestants, aggravèrent la situation, plaçant Marie dans une position délicate où chaque geste était scruté. Parmi les principaux éléments qui menèrent à sa condamnation figurait la découverte de lettres interceptées, notamment la correspondance connue sous le nom de « Casket Letters ». Ces documents furent présentés comme preuve de sa complicité dans un complot visant à assassiner Élisabeth. L'authenticité de ces lettres demeure controversée parmi les historiens. Mais à l'époque, elles constituèrent un argument juridique fort pour l'accuser de trahison. Les accusations portées contre Marie s'appuyaient aussi sur son implication supposée dans la conspiration de Norfolk, en laquelle certains nobles anglais cherchaient à renverser la reine protestante. Son nom y fut associé comme soutien discret, voire instigateur, d'un soulèvement catholique. Ce rôle présumé alimenta la méfiance à son égard et nourrit le procès après son arrestation formelle. Le procès de Marie Stuart fut un événement judiciaire majeur. Il se déroula dans un climat de tension politique intense. L'accusation s'appuyait sur une législation anglaise récente réprimant sévèrement toute forme de complot contre la souveraine.
Dépourvue d'un soutien populaire conséquent en Angleterre et isolée politiquement, Marie fut donc confrontée à un tribunal inflexible. Les débats examinèrent minutieusement les preuves matérielles comme les lettres, ainsi que les témoignages de plusieurs témoins, dont certains avouèrent sous la pression ou furent suspectés de partialité. Le processus judiciaire respecte alors peu les critères d'impartialité moderne, ce qui affecta la solidité des arguments en faveur de l'accusé. Un élément crucial de cette procédure fut la difficulté pour Marie de se défendre pleinement, notamment à cause de l'usage limité du français et des démarches mal maîtrisées dans un système juridique étranger. Cette barrière linguistique et culturelle affaiblit sa position et compliqua la présentation de sa version des faits. Les enjeux politiques de l'époque rendaient toute condamnation inévitable. La reine Élisabeth ne pouvant tolérer une concurrente catholique avec un prétendu droit au trône anglais. Par ailleurs, des pressions internationales pesaient, mêlant intérêts diplomatiques et stratégie de pouvoir entre France, Écosse et Espagne. Mary Stuart fut finalement condamnée à la mort par décapitation en raison des accusations de conspiration. Cette sentence reflétait moins une justice impartiale qu'une décision politique visant à éliminer un rival dangereux, tout en respectant un minimum de procédures pour éviter une rupture flagrante avec l'opinion catholique. Le procès et la condamnation de Marie incarnèrent ainsi un moment clé dans les conflits religieux et dynastiques du XVIe siècle, illustrant comment la justice était souvent instrumentalisée au profit d'intérêts politiques supérieurs. Son sort montra combien les frontières entre rébellion, trahison et lutte pour le pouvoir peuvent te brouiller dans des périodes de grande instabilité. Après sa condamnation, la vie de Marie continua d'alimenter récits et controverses, nourrissant une légende à la fois tragique et politique. Cette réalité historique servit de fond à une réflexion plus large sur le rôle des monarques, la légitimité du pouvoir et les conflits confessionnels. L'étude de ces événements permet de comprendre en profondeur les mécanismes de l'État Tudor et la place prépondérante occupée par les questions religieuses dans les décisions politiques. C'est un exemple frappant de la manière dont un procès peut dépasser le cadre du droit pour devenir un outil de gouvernance. Enfin, cette période souligne l'importance d'une analyse critique des sources historiques, particulièrement au regard des documents présentés lors du procès, afin d'éviter une lecture unilatérale des faits. La complexité des motivations et des alliances invite à une approche nuancée de cette page de l'histoire européenne. Dans la perspective qui suit, il convient d'examiner les conséquences immédiates de cette condamnation sur la cour d'Angleterre et l'équilibre fragile entre pouvoir religieux et monarchique qui en résulta. La captivité prolongée et la vie en détention, la captivité prolongée de Mary Stuart, constitue une période marquée par un isolement continu, où les conditions de vie relevèrent d'une douceur contrainte, mais néanmoins teintée de rigueur. Durant ces années, la reine déchue demeura enfermée dans différents lieux, chacun empreint d'une atmosphère particulière, mettant en lumière l'équilibre fragile entre surveillance et solitude imposée. La sévérité de sa détention ne résidait pas seulement dans le confinement physique, mais aussi dans l'effacement progressif de son influence politique et personnelle. Dans ces murs austères, la routine quotidienne de Mary Stuart connut des variations selon ses geôliers et les circonstances politiques, oscillant entre moments de relative liberté surveillée et périodes d'isolement strict. Les conditions matérielles de sa captivité étaient souvent modestes, avec des quartiers exigus où la lumière du jour entrait timidement, impactant son moral ainsi que sa santé. Cependant, malgré cette restriction, ses compétences intellectuelles et sa curiosité demeurèrent actives, manifestées par la correspondance qu'elle entretenait avec ses sympathisants et membres de sa famille, offrant un regard pénétrant sur ses préoccupations. L'état d'esprit de Mary Stuart durant cette longue incarcération témoigne d'un combat intérieur complexe. Sans soutien direct du pouvoir, elle devait composer avec une impasse politique pesante, où l'espoir d'une libération s'effaçait peu à peu. Ce sentiment d'abandon fut atténué par sa foi profonde et son investissement dans la lecture ainsi que dans la méditation, activités qui modelèrent son endurance psychique. Cette résilience se traduisit souvent par une acceptation stoïque de son sort, accompagnée d'une capacité à conserver son identité et sa dignité royale malgré l'exil forcé. Au fil du temps, la détention strictement encadrée par la monarchie anglaise visait à neutraliser toute tentative d'évasion ou de soulèvement. Chaque déplacement imposé
avait une signification stratégique destinée à minimiser son influence. Les geôliers, chargés de la surveiller, devaient trouver un délicat équilibre entre rigueur et prudence, sachant que la figure de Mary Stuart conservait une aura symbolique puissante. Cette surveillance complexe faisait écho à la crainte d'un réveil des partisans catholiques, pour qui la reine d'Écosse incarnait un espoir de retour au pouvoir et de restauration des valeurs traditionnelles. La question de l'isolement social joua également un rôle important dans cette phase. Privée de contact direct avec la couronne écossaise comme française, Mary Stuart subit un éloignement progressif des réseaux diplomatiques et familiaux. Les visites, très réglementées, ne suffisaient pas à combler ce vide. Malgré tout, l'échange épistolaire permit de maintenir un lien avec ceux qui partageaient ses convictions, conférant un sentiment de solidarité tenace. Cette situation engendra néanmoins une forme d'amertume subtile, reflet d'un décalage grandissant entre l'image qu'elle propageait et la réalité de sa captivité. Sur le plan psychologique, ce long confinement modifia la perception du temps et de l'espace pour Mary Stuart. Les journées répétitives, rythmées par une discipline imposée, accentuaient la sensation d'enfermement. Cependant, une forme d'introspection s'ouvrit également, où elle réévaluait son parcours et ses choix politiques. Cette réflexion fut essentielle pour maintenir l'équilibre mental nécessaire, même si elle devait jongler avec des angoisses sous-jacentes liées à son avenir incertain. L'enfermement se mua ainsi en un espace à la fois restrictif et propice à la méditation personnelle. L'état physique de Mary Stuart se détériora graduellement, conséquence des conditions de détention et de l'absence de soins appropriés. Des chroniques de l'époque soulignent une silhouette amaigrie et une santé fragile, résultat d'une vie marquée par le stress et le manque d'exercice. Toutefois, sa volonté demeura intacte et elle fit preuve d'une endurance remarquable face aux épreuves endurées. Cette fragilité manifeste renforça la perception de sa vulnérabilité, tout en alimentant chez ses partisans l'image d'une martyre politique. Les dernières années de captivité de Mary Stuart furent aussi marquées par des tentatives de négociations diplomatiques visant à assurer sa survie ou à obtenir sa libération. Ces démarches reflétaient l'importance de la reine en tant qu'actrice politique, même réduite à un rôle symbolique. Les alliances fluctuantes entre les cours européennes, ainsi que les tensions religieuses, rendèrent les pourparlers complexes et peu fructueux. Ce contexte international amplifiait l'isolement, tout en soulignant la portée symbolique de la figure de Marie, au-delà de sa prison physique. En dépit de sa détention prolongée, Mary Stuart continua d'exercer une certaine influence, par le biais de ses lettres et des partisans restés actifs. Ces correspondances, souvent codées, témoignaient d'une stratégie prudente visant à maintenir un réseau de soutien et à préparer une éventuelle échéance politique. Ce faisant, elle conservait son rôle de point de ralliement pour ceux qui voyaient en elle un symbole de légitimité royale. La dimension politique de cette captivité ne doit donc pas être sous-estimée, car elle permit à Mary Stuart de ne pas se réduire à une simple prisonnière. L'environnement quotidien de Mary Stuart fut lui aussi le théâtre d'une symbolique forte. Le choix des objets personnels, la conservation d'artefacts et de portraits incarnèrent des rappels continus de son rang et de son histoire. Ces éléments servaient à préserver son identité face à la volonté d'effacer son influence. Par ailleurs, les relations parfois ambivalentes avec ses geôliers, oscillant entre humanité et fermeté, nourrissaient une dynamique unique, où la dimension humaine transcendait la simple fonction de surveillance. Au fil des années, la reine emprisonnée se transforma en une figure presque mythologique, nourrie d'histoires et de légendes, parfois embellies ou déformées. Son image fut modelée par des récits opposant la victime à la conspiratrice, la souveraine sacrifiée à l'intrigante politique. Cette dualité reflète les tensions propres à l'époque, exprimant à la fois la réalité historique et les interprétations culturelles héritées des générations suivantes. Comprendre cette construction permet de mieux appréhender l'impact profond de sa captivité prolongée. Les différentes prisons dans lesquelles Mary Stuart fut détenue avaient chacune leur spécificité, influant sur son quotidien et sa condition. Des châteaux médiévaux aux maisons plus modestes, ces lieux incarnaient le poids du passé féodal et les stratégies de contrôle politique. La géographie même de ces espaces traduisait la volonté d'éloigner la reine de ses bases de pouvoir,
tout en la maintenant à portée des intrigues. C'est dans cet univers cloisonné que se joua une partie essentielle de la fin de son parcours. Il est important de noter que malgré sa position délicate, Mary Stuart bénéficia parfois de marques de considération liées à son rang, telles que la possibilité d'avoir des serviteurs ou de recevoir certains conforts. Ces privilèges, même limités, traduisent une forme de respect protocolaire, contrastant avec la dureté apparente de son enfermement. Cette ambivalence reflète la complexité des rapports entre souveraineté, pouvoir et captivité dans la société de l'époque. Le rôle des proches et des conseillers de Mary Stuart ne fut pas négligeable durant sa captivité. Ils agissaient souvent comme intermédiaires, transmettant des informations ou des objets, contribuant à préserver un lien vital avec l'extérieur. Ces figures, parfois audacieuses, accompagnèrent la reine dans son isolement et participèrent au maintien d'une certaine normalité dans un contexte extrême. Leur présence témoigne de la dimension collective de l'épreuve. La captivité de Mary Stuart peut aussi être comprise à travers le prisme des rapports religieux qui en constituèrent une toile de fond. En cette période de reconfiguration du paysage européen, la rivalité entre catholicisme et protestantisme joua un rôle crucial, avec Mary Stuart représentant un pôle catholique affaibli face à la montée anglaise protestante. Cette dimension conféra à son emprisonnement une portée symbolique dépassant la simple geôle politique, inscrivant sa destinée dans un combat spirituel plus vaste. Au terme de ces longues années de détention, le sort de Mary Stuart reste un témoignage poignant des tensions qui agitèrent le XVIe siècle. Son histoire illustre comment une reine, malgré la force des circonstances, parvint à préserver une certaine dignité et un acte de souveraineté morale. La combinaison de ses qualités personnelles et des circonstances politiques fit de cette période un moment chargé de signification historique. La transition vers l'ultime phase de son existence s'amorce alors que les poids de la captivité deviennent insupportables. Cette période prépare le terrain pour des événements décisifs, où les enjeux personnels et politiques s'entrelacent étroitement. La mémoire historique retiendra cette séquence comme celle où la figure de Mary Stuart s'inscrit définitivement dans le grand récit des monarchies européennes, entre grandeur et tragédie. Ce panorama calme et mesuré sur la captivité de Mary Stuart constitue une étape indispensable pour comprendre la portée de sa vie et de son héritage. L'absence de spectaculaire ne diminue en rien l'impact de ces années, bien au contraire, car elle révèle la force d'une femme confrontée à l'adversité, portant en elle les espoirs et les tensions d'une époque convulsive. Cela ouvre la voie à la dernière partie de son histoire, où se noue le destin et la mémoire de la reine. L'exécution et l'héritage historique de Mary Stuart. L'exécution de Mary Stuart s'inscrit dans un contexte complexe mêlant politique, religion et dynastie. Après de longues années d'emprisonnement en Angleterre, accusée de conspiration contre la reine Élisabeth Ier, Marie fut condamnée à mort en 1587. Son supplice, exécuté 15 mois plus tard, en février 1592, marqua un tournant dans les relations entre l'Angleterre et l'Écosse, influençant durablement l'équilibre européen. La décision d'Élisabeth de prononcer la sentence reflète des enjeux profonds. En dépit de leurs liens familiaux, la reine d'Angleterre ne pouvait tolérer la présence d'un prétendant catholique susceptible de rallier les opposants protestants, ni ignorer les pressions politiques croissantes favorables à l'élimination de cette menace. Marie, par son sang et son héritage, incarnait une alternative rivale au trône anglais, ce qui instaurait un climat d'insécurité au sein du royaume. L'exécution elle-même fut minutieusement préparée, reflétant les normes de l'époque pour les figures royales. Elle eut lieu dans la Tour de Londres, lieu symbolique chargé d'histoire politique, en présence de témoins officiels, afin d'assurer la légitimité et la maîtrise de l'événement. Le décor solennel et protocolaire contrastait avec la tragédie humaine d'une femme qui avait régné sur 2 nations et vécu au cœur des intrigues dynastiques. Ce moment fit l'objet d'un grand retentissement européen. Les catholiques considérèrent Marie comme une martyre, victime d'un complot protestant, tandis que les couronnes voisines virent en sa disparition un soulagement. Paradoxalement, la cruauté et la solennité de sa mort renforcèrent son aura symbolique, suscitant commémoration et récits qui la conservèrent vivante dans la mémoire collective pendant des siècles. L'impact politique fut immédiat et durable. La mort de Mary Stuart
affirma la suprématie d'Élisabeth sur les îles britanniques, tout en exacerbant les tensions religieuses. Elle contribua également à solidifier la légitimité des Stuarts en Écosse, anticipant les futures dynamiques qui conduiraient à l'union des couronnes sous le règne de Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre. Cette continuité dynastique résonna dans toute l'Europe. Les historiens modernes étudient une figure qui incarne les contradictions d'une époque. Marie Stuart apparaît comme une femme puissante mais vulnérable au jeu de pouvoir masculin, exacerbé par les rivalités confessionnelles. Son destin, bien que scellé par une sentence fatale, offre un regard critique sur les mécanismes du pouvoir, la diplomatie et la légitimité monarchique au XVIe siècle. Du point de vue culturel, la figure de Marie devint une source d'inspiration pour les arts, la littérature et le théâtre. Sa vie et sa mort furent dramatisées et interprétées à travers diverses optiques, parfois héroïques, parfois tragiques. Ces représentations participent aujourd'hui encore à la transmission d'un patrimoine historique riche en nuances, invitant à la réflexion sur le rôle des femmes en politique. Dans la mémoire collective, Marie Stuart est perçue comme un symbole ambivalent. Elle incarne à la fois la fragilité et la résistance, la victime d'un système impitoyable et l'héritière d'une lignée légitime. Ce double regard nourrit un intérêt toujours renouvelé pour son histoire, dépassant les frontières nationales et touchant à des questions universelles de pouvoir, justice et identité. Son exécution, loin de mettre un terme à son influence, en fut le point d'ancrage. Le souvenir de Marie Stuart traversa les siècles, alimentant débats et recherches historiques. Des archives, des correspondances, des objets témoignent de son époque, permettant aux spécialistes de reconstituer un portrait nuancé, libéré de certains mythes construits au fil du temps. Enfin, l'héritage politique de Marie Stuart se manifeste dans les évolutions institutionnelles qui suivirent, notamment dans la manière dont les nations britanniques apprirent à gérer la succession royale et les défis confessionnels. Ce passé complexe éclaire les dynamiques contemporaines et renforce la compréhension des mécanismes historiques qui fondent la modernité politique en Europe. Ainsi se conclut le récit de Marie Stuart dans les derniers instants de sa vie et dans son impact durable. Sa figure demeure une source inépuisable d'études pour évoquer les frontières délicates entre pouvoir et légitimité. Ce passage invite à poursuivre l'exploration des épisodes suivants, où les conséquences de son destin se prolongent dans une nouvelle phase historique.